Et donc, on débute cette présentation. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions tout au long, mais on a quand même seulement 30 minutes et beaucoup de contenu. Donc, c'est possible que vos questions soient répondues à travers les différentes, en fait, les différents contenus. Et si jamais il y a d'autres questions à la fin, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Euh, donc, on parle aujourd'hui de diverses marginalisations vraiment à l'intérieur des différentes communautés LGBTQ+A. Pardon, GBT2SQIA+. Et en fait, l'idée est vraiment de discuter d'intersectionnalité, entre autres. Et c'est vraiment une présentation qui va vous amener à réfléchir, à pousser votre réflexion peut-être un petit peu plus loin en lien avec l'intersectionnalité et les marginalisations. Et évidemment, des marginalisations, il y en a énormément. Donc, on a fait certains choix où c'était possible de trouver plus de documentation, mais aussi qui se collait à la réalité québécoise dans tout son territoire. Donc, rapidement, qui on est? Je vais laisser mon collègue Guillaume se présenter en premier. Oui, hey, merci de m'avoir accepté que je me démute. Alors, je m'appelle Guillaume, j'utilise les pronoms masculins, puis je suis le coordinateur des communications chez Interling. Bon Dieu, excusez-moi, c'est très tôt le matin. Moi, j'ai un background en anthropologie, en sciences cognitives. Je pense que j'ai connu certaines personnes du MIELS Québec quand j'étais chez Réseau comme formateur. J'étais en violence dans les relations amoureuses et intimes entre hommes. Et dans le fond, j'étais aussi intervenant en santé sexuelle et prévention des ITSS. Donc, ça me fait plaisir de vous parler un peu aujourd'hui. Et moi, je suis Mireille. J'utilise elle et les accords féminins. Je suis à la coordination de l'intervention clinique chez Interling. Je suis formée en sexologie avec un profil en recherche-intervention et et je le suis toujours en fait intervenante sur la ligne d'écoute. Donc, la présentation se base en fonction aussi de ce qu'on entend vraiment chez Interling au téléphone depuis les 40 dernières années. Donc, on va débuter. Oui, on va vous parler rapidement d'Interling. Donc, comme plusieurs personnes d'entre vous le savent peut-être, on est majoritairement une ligne d'écoute et de renseignement disponible par téléphone, clavardage et texto 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Par contre, on a développé des nouveaux programmes dans les dernières années, entre autres des programmes jeunesse qui peuvent être développés dans, oui, les écoles, mais tous les milieux jeunesse, les maisons des jeunes, par exemple, les centres jeunesse aussi. Des programmes violence qu'on vous invite à aller découvrir sur notre plateforme Alix, donc alix.interling.co, mais également une clinique juridique gratuite pour les personnes qui souhaitent recevoir de l'information juridique, de la consultation pour l'inclusion en milieu de travail, un guide de ressources disponible en ligne également à tout le monde, des ateliers, formation et kiosques, et tous nos services sont disponibles sur interling.co, donc vous pouvez visiter notre site web pour plus d'informations. Alors aujourd'hui, on va vous parler, comme j'ai dit, de différentes marginalisations. On a mis l'accent sur les féminophobies, le racisme, la biphobie, la transphobie et l'agisme au sein de nos communautés. Et on va parler un petit peu à la fin de comment tenter de les éviter. Et avant de parler des différentes marginalisations, on va commencer avec des concepts qui amènent en fait une certaine partie de ces marginalisations-là. Donc, voilà, je vais te laisser, Guillaume, commencer avec l'homophobie et la transphobie. Oui, alors, l'homophobie, je pense que c'est assez connu. Hein. Donc, c'est toutes les violences systémiques qui sont vécues par les personnes euh, à cause de leur orientation sexuelle. Donc, on peut parler d'homophobie en général. Donc, ça va inclure la lesbophobie, la gayphobie ou la biphobie. On peut aussi utiliser homophobie pour parler de la gayphobie. Donc, c'est toutes des attitudes négatives et discriminatoires qui sont faites à l'encontre des personnes, soit qu'on juge qui sont homosexuels ou qui sont réellement homosexuels. Et c'est pour ça qu'on dit là, que ça va affecter toutes les personnes dont l'apparence ou le comportement ne vont pas se correspondre aux stéréotypes. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des hétéros, par exemple, qui vont pouvoir subir de l'homophobie. Et quand on parle de transphobie, c'est la même chose, c'est les violences systémiques qui sont faites à l'encontre des personnes trans ou à l'encontre des personnes dont le genre ne va pas correspondre, encore une fois, aux stéréotypes. Ce qui est intéressant aussi de noter par rapport à l'homophobie et à la transphobie, c'est qu'ils ont aussi un côté intériorisé. On peut parler
en fait, c'est souvent les personnes gays ou les lesbiennes vont penser qu'ils peuvent pas faire de discrimination, qu'ils peuvent pas être homophobes parce qu'elles sont elles-mêmes gays ou trans. Mais il y a de l'homophobie intériorisée, il y a de la transphobie intériorisée. Et ça vient en fait du fait qu'on est vraiment élevé dans des sociétés. On va parler d'hétéronormativité, de cisnormativité plus tard, mais on est dans des sociétés naturellement homophobe. Donc, on va intégrer ça peut-être en voyant des agressions, peut-être en subissant nous-mêmes de la discrimination. Donc, on va en venir à attaquer les personnes qui font partie de la même communauté que nous. Ça fait un super lien. En fait, Guillaume, il l'a mentionné, on parle aussi, la société impose certaines contraintes hétéronormatives et cisnormatives qui sont parfois très visibles, dans le sens qu'elles sont pas du tout subtiles et parfois très insidieuses. Donc, on parle d'hétéronormativité et de cisnormativité c'est ça, quand on parle de ces normes sociales-là. Donc, c'est vraiment la présomption que pour l'hétéronormativité, c'est la présomption que l'hétérosexualité, c'est la norme qui est valide et que tout ce qui est en dehors en fait, de cette réalité-là, est vu comme anormal et invalide, en fait. Donc, c'est une attitude qui va s'intégrer dans un système qui est hétérosexiste où l'hétéronormativité, c'est les normes, c'est la pression sociale et l'hétérosexisme, c'est vraiment les comportements discriminatoires qu'on va mettre de l'avant. Donc, l'hétéronormativité, ce serait, si je peux donner un exemple, par exemple, si on prend le mariage, là, qui est un système extrêmement hétéronormatif, il est hétéronormatif parce que souvent, ce qu'on voit, c'est tout le temps les mêmes images, là, la mariée et le petit marié sur le gâteau. Là. Donc, ça peut représenter l'hétéronormativité et l'hétérosexisme. C'est le fait que ça a pris des milliers d'années avant que le mariage puisse se faire entre personnes de même sexe. Donc, normes versus comportement discriminatoire. Quand on parle de cisnormativité, c'est la même chose. Pour les personnes qui ne savent pas ce que cis signifie, en fait, cisgenre est le mot qu'on utilise pour parler des personnes dont l'identité de genre et le sexe assigné à la naissance sont en concordance. Donc, cis serait le contraire de trans, même si c'est pas tout à fait, il n'y a pas vraiment de façon de l'exprimer en émettant corrélation, mais donc, Mais moi, j'ai un voilà. excellent exemple qui, des fois, est mal compris, mais imaginez, en fait, le Jourdain, là, au Moyen-Orient, il y a la Cisjordanie, qui veut dire la terre qui est du même côté de où on est, et de la Transjordanie, c'est une fois que tu traverses le Jourdain, donc de l'autre côté. Donc, cis, c'est du même côté, puis trans, c'est une fois qu'il y a eu une traversée. Je ne sais pas si ça peut donner un contraste. Pour certaines personnes, sûrement. Mais donc, c'est ça. Voilà. Donc, la cisnormativité, c'est ça. C'est la présomption qu'être cisgenre, c'est la norme qui est valide et que tout ce qui cadre pas dans cette binarité de genre-là, donc même au-delà du sexe assigné à la naissance et que notre identité de genre soit en concordance, c'est que toutes les personnes qui dérogent pas des stéréotypes, mais des normes de genre, vont vivre une certaine forme de marginalisation. Donc, toute personne qui n'est pas conforme dans son expression de genre pour beaucoup et dans son identité de genre, euh, sont marginalisés. Et donc, ça s'intègre, comme avec l'hétéronormativité et l'hétérosexisme, dans un système hétérosexiste. Euh, je te laisse parler d'intersectionnalité, Guillaume. D'hétérosectionnalité, Oui, c'est ça. d'intersectionnalité. Donc, quand on parle d'intersectionnalité, c'est vraiment quand une personne va vivre plusieurs oppressions dans la société. Donc, souvent, le fait d'être homosexuel est un type d'oppression systémique ou même individuelle. Mais évidemment, ça vient avec une perte un peu de privilèges, par exemple. Euh, Puis les personnes peuvent accumuler ces oppressions-là. Par exemple, une personne homosexuelle, noire, qui ne va pas parler la langue, va pas parler ni français ni anglais alors qu'elle arrive à Montréal,
Là, on voit que c'est plusieurs types d'oppression, hein, donc se faire discriminer sur son orientation sexuelle, son origine et sur la langue, ça va amener plusieurs disons, complications ou complexités dans la vie ou en tout cas plusieurs vulnérabilités. Donc ça, l'intersectionnalité, c'est vraiment le concept qui veut qu'on voit l'expérience d'une personne comme étant unique et qui vient de tous ces axes d'oppression-là accumulés et non de façon séparée. On ne peut pas séparer toutes ces réalités-là pour dire qu'une personne est moins opprimée. Euh, c'est un peu, je fais une pause, je recommence. Et dans le fond, souvent les personnes quand on pense à notre propre expérience, ce dont on se rend compte, c'est nos propres oppressions. Par exemple, moi, je sais que j'ai été discriminé parce que je suis gay dans la vie, mais je ne suis pas nécessairement conscient des privilèges que j'ai dans ma vie, de ce qu'on peut m'enlever. Donc, c'est important de prendre conscience de ces privilèges-là en opposition avec l'intersectionnalité pour comprendre un peu ce que les autres peuvent vivre. Si tu peux faire apparaître la dernière c'est ça. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on peut parler qu'on est une minorité dans une minorité quand on est intersectionnel. Parce qu'à l'intérieur, par exemple, de la communauté gay, moi, je suis discriminé dans la société en général, mais parce que je fais partie d'une minorité, mais si une personne est aussi séropositive, donc fait partie d'une autre minorité à l'intérieur de cette minorité-là, si c'est une personne trans à l'intérieur des communautés gays, ça va s'accumuler constamment. Donc, il faut apprendre à reconnaître ses privilèges pour pouvoir reconnaître peut-être le vécu des personnes qui est différent du nôtre. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose là-dessus, Mireille. Ben, en fait, juste peut-être reprendre ce que tu as dit tout à l'heure où tu disais que des fois, en tant que personne minorisée, en fait, ça peut nous donner l'impression qu'on est un peu à l'abri de faire des discriminations, alors que c'est pas le cas. On peut, parfois, comme Guillaume disait, on ne se rend pas nécessairement compte de nos privilèges ou on peut avoir des préjugés qui soient positifs ou négatifs envers des communautés dans nos communautés. Donc, le fait d'être nous-mêmes discriminés, ça nous met pas à l'abri d'être de faire des discriminations nous-mêmes. Donc, l'intersectionnalité est aussi une façon, lorsqu'on en prend conscience, de justement se rendre compte que certains de nos comportements peuvent être discriminatoires envers des gens de nos propres communautés aussi. Oui, parce que souvent, les discriminations qu'on commet sont pas toujours conscientes. Hein. Tu sais, tantôt, on parlait d'hétéronormativité. Juste le fait qu'on naisse avec un parent, la plupart des gens ont un père et une mère, ça nous met nécessairement dans dans une situation hétéronormative. Donc, on ne se rend pas compte que ça peut devenir problématique pour certaines personnes, par exemple. Tout à fait, merci. Alors, on va commencer à parler des différentes marginalisations. Euh, euh, on va commencer en fait avec l'efféminophobie, qui est relativement répandue en fait dans la population générale, mais aussi au sein des communautés LGBT+. Donc, les féminophobies, qu'est-ce que c'est? Ça fait référence aux attitudes discriminatoires envers le féminin ou la féminité, ou bien les comportements, les gestes, présentations qu'on va associer au genre féminin. Donc, c'est quand même très intrinsèquement basé dans la misogynie et dans la façon dont on voit la féminisation, le féminin, la femme dans la société aujourd'hui. Donc, ça crée aussi le paradigme ben, en fait, ça vraiment, ça soutient le paradigme, pardon, que les hommes doivent s'habiller, se comporter, se présenter d'une façon qui est socialement acceptée comme masculine pour être considérés comme de vrais hommes. Et c'est une discrimination qui va débuter vraiment très tôt dans la vie, même parfois, ben, vous savez, connaissez probablement le concept de l'échographie. Donc, il y a des personnes qui, quand vont avoir l'échographie, vont savoir vouloir le sexe biologique du bébé. Et à ce moment-là, les comportements, l'entourage, les cadeaux, la façon dont on va agir, même avec un bébé qui n'est pas né encore, ça va perpétuer des certaines attentes et une certaine norme. Et donc, les féminophobies est basée aussi dans ça, cette façon-là qu'on va agir avec les bébés garçons.
des mêmes les premières échographies. Et donc, c'est ça, ça commence très, très tôt dans la vie et des personnes autant de tout genre et d'orientation sexuelle peuvent autant la perpétuer que la vivre. Donc, les féminophobies, on l'associe beaucoup aux hommes qui aiment les hommes, mais il y a aussi certaines femmes qui vivent de l'efféminophobie quand on les voit comme trop féminines, trop dans l'exagération du féminin et des hommes hétérosexuels qui vont aussi être plus féminins que ce qu'on peut s'attendre d'un homme. Puis là, je dis tout ça avec grand sarcasme, là, tu sais, dans le sens, ouais, c'est ça, avec grand guillemets, en parlant des normes attendues dans la société, de nos attentes, évidemment. Comment est-ce que ça se manifeste de façon concrète? On peut voir, par exemple, des exemples si vous êtes sur des applications de rencontres, il y a des personnes qui vont dire qu'elles ne veulent pas parler avec des hommes efféminés. Donc, il y a les hashtags comme nos femmes. On peut voir aussi FEMME, donc pas de personnes efféminées. On va invisibiliser et ridiculiser aussi majoritairement dans les médias de masse le fait d'être un homme plus féminin. Donc, par exemple, dans les récits, même dans les récits qui sont créés par des personnes LGBTQ+, on va essayer de faire un portrait plus masculin de l'homme qui aime les hommes ou les gars qui aiment les gars pour un peu essayer de sortir du stéréotype. Mais de cette façon-là, on démontre que ce stéréotype-là, que l'homme féminin est négatif. Donc, si on veut s'en détacher, c'est parce qu'on a l'impression que c'est pas une belle image et donc ça crée vraiment une invisibilisation où quand il y en a, on tourne au ridicule. Un autre exemple, donc refus d'être bottom pour un homme qui est efféminé, donc qui est plus féminin, un peu comme si ça nous mettait dans une position, si tu veux y aller un petit peu plus loin, Guillaume, avec celle-là, là, avec cet exemple-là pour placer plus ton... Ouais. Tantôt, je parlais d'homophobie intériorisée, puis l'efféminophobie fait beaucoup partie de ça, hein. Souvent, l'homophobie intériorisée veut essayer d'aller punir ou de cacher tout ce qui est féminin ou en tout cas ce qui n'est pas explicitement masculin chez les autres personnes de sa communauté. Et souvent, même pour les rôles sexuels, il y a des stéréotypes qui sont associés à ça. Donc, pénétrer, être la personne active, c'est le rôle masculin par excellence, alors que d'être bottom, se faire pénétrer, c'est souvent jugé plus féminin. Mais pour des hommes qui, par exemple, seraient à l'aise avec leur masculinité et qui voudraient se faire pénétrer, souvent, ils ne vont pas permettre à des hommes considérés comme efféminés de le faire parce qu'ils se sentiraient d'autant plus émasculés. Ou ça peut même aller jusqu'à la taille de la personne, hein. Souvent, un homme est considéré comme étant grand, comme étant fort. Donc, ça serait l'homme parfait pour pénétrer, justement. Mais si c'est un homme plus petit, eh bien là, il va perdre le droit à pouvoir pénétrer son partenaire, même si ça serait ce qu'il aimerait faire dans la vie, là. Ben, je veux dire faire dans la vie, au lit. Parfait, merci Guillaume. Donc, en fait, ben, cette invisibilisation-là entraîne vraiment un manque de modèles visibles. Puis ce manque de modèles-là, je pense qu'on on en a tous, ben, tous d'une façon conscience que ça peut engendrer des violences verbales, physiques, une intolérance et une exclusion complètement des personnes. Des personnes plus féminines, en fait. Et ça nous encarcane aussi dans des rôles de genre vraiment très stricts qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Heu, Puis ça, c'est vraiment peu importe, notre expression de genre ou notre genre. Donc, parfois, on va vraiment performer une certaine forme d'expression pour être capable d'être, plus accepté et cette efféminophobie-là va vraiment comme solidifier ces carcans-là, nous obliger à, parfois, performer pour se sentir et pour être en sécurité, tout dépendant des milieux dans lesquels on est. Voilà. Oui, Donc puis ça on peut Oui, aussi, vas-y. si je peux me permettre d'ajouter, ça peut amener à développer le contraire, là, comme on dit, là, quand on est vraiment accro à aller au gym ou d'essayer de développer une apparence hyper masculine. C'est souvent aussi ancré dans les féminophobies là, de vouloir répondre à des standards vraiment contraires. Tout à fait.
Donc, on va continuer avec le racisme. Je te laisse y aller, Guillaume. Alors, ben, je commence déjà en disant que je suis vraiment pas la meilleure personne pour parler de racisme puisque je n'ai jamais vécu ça. Mais je veux dire, on en parle beaucoup un peu dans les médias ces temps-ci. Ce sont les attitudes, les comportements négatifs discriminatoires qui sont faits envers une personne ou une communauté. Puis ça, c'est basé sur la couleur de peau, les traits physiques, l'appartenance ethno-culturelle. Puis on peut voir ces discriminations-là faites à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau individuel, dans la rue, ou institutionnel, comme dans la police, ou à l'embauche, ou tout ce qu'on peut. Tu sais, je veux dire, en tant que blanc, je peux même pas imaginer toutes les sphères dans lesquelles ça se produit, mais il y en a partout. Au Québec, par exemple, les personnes qui sont racisées, sont en double minorité, c'est-à-dire que dans la communauté LGBTQ+, qui est majoritairement blanche, il y a une certaine discrimination, un certain racisme, mais aussi souvent, pas tout le temps, je veux dire, dans certaines communautés, l'acceptation des personnes LGBTQ+, n'est pas optimale. Donc, ces personnes-là peuvent se sentir rejetées à la fois par leur famille que par leur communauté, la communauté LGBTQ+. Donc, ça revient aussi à parler de, quand on est au Québec, le racisme fait partie de l'intersectionnalité. Englobe, en tout cas, est englobé. Ouais, tu sais, pour donner un exemple, une comparaison, chez les Blancs non plus, l'orientation sexuelle n'est pas nécessairement bien accueillie. Par contre, comme la majorité de la population est blanche, ben, il n'y a pas ce sentiment de ne pas appartenir à la communauté la communauté racisée ou ethnoculturelle autour de nous parce que tu sais, on n'est pas rejeté en tant que personne blanche dans une communauté blanche versus une personne racisée qui peut vivre la discrimination dans sa communauté racisée slash ethnoculturelle et et vivre du racisme dans la communauté LGBTQ+ blanche. Je te laisse continuer. Alors, le racisme se manifeste, comme je le disais, là, de plusieurs façons, à commencer par la blanchisation ou la diminution des rôles qu'auraient eu certaines personnes racisées dans des événements historiques, comme par exemple Stonewall en 69. On le sait que ça a été démarré par des femmes trans et racisées. Mais par contre, qu'est-ce qu'on en retient aujourd'hui? C'est beaucoup un homme gay, blanc, qui tient un drapeau à la fierté. Donc, ça a été vraiment réapproprié par la majorité blanche pour diminuer la part des personnes racisées. Donc, ça, c'est super insidieux et pernicieux parce que c'est de l'invisibilisation. Une personne qui ne va pas aller s'instruire ou vouloir lire sur certains événements va juste jamais se rendre compte que ça a été occulté. Et ça, on peut parler aussi du rôle des Autochtones dans la colonisation ou même de cacher les sévices qu'on a pu faire vivre à ces communautés-là. Ça, c'est pas là. On peut parler aussi de racisme sexuel, donc c'est la discrimination. Je ne suis pas attiré par telle catégorie de personnes, tel groupe de personnes à cause de leurs caractéristiques physiques ou au contraire, de la fétichisation. Donc, je suis attiré expressément par telle personne, je viens vers toi parce que tu fais partie de tel groupe. Et donc, souvent, les discriminations sexuelles et la fétichisation sexuelle sont aux deux extrêmes, mais sont souvent vécues par les mêmes personnes. Donc, c'est hyper discriminant. Même si ça peut sembler positif, là, la fétichisation, c'est pas le cas. C'est pas une attirance envers toi en tant que personne, mais plus par des attributs. Et donc, c'est hyper dégradant. Ça diminue, en fait, la valeur de la personne. On va aussi attribuer certains stéréotypes ou des rôles sexuels selon les appartenances culturelles, donc domination ou soumission, ou considérer certaines personnes comme hypersexualisées sur la base de leur apparence physique ou hyposexualisées. Donc, c'est encore des contrastes et des stéréotypes qui sont associés à certains groupes. On voit aussi la sous-représentation.
sous-représentation. Souvent aussi, la sous-représentation est dans des trucs positifs. Donc, dans des séries, les téléséries québécoises, il n'y a pas beaucoup de personnes racisées dans des rôles de lead ou des personnes qui gouvernent. Par contre, si on fait des reportages sur la pauvreté, sur la drogue, sur la violence, là, on va être dans la surreprésentation souvent de certaines minorités ethnoculturelles ou certains groupes sociaux dans la société. Et ça va amener aussi à la division des communautés. Par contre, je ne sais pas exactement ce que tu voulais dire par là, Mireille, quand tu as écrit ça. Oui, en fait, la division des communautés, en fait, tous ces manifestations-là de racisme fait qu'il y a beaucoup de personnes racisées qui ne se sentent plus aussi en sécurité avec des personnes blanches LGBTQ+. Donc, on va voir qu'il y a des sous-groupes qui se forment. Donc, on va diviser en fait la communauté pour créer des endroits qui sont plus sécuritaires ou qui sont plus accueillants pour les personnes LGBTQ+ racisées. Donc, ça peut créer une certaine forme de division où ben, les personnes blanches, comme comme les personnes racisées ne sont pas en sécurité avec elles, vont aussi pas nécessairement développer des attitudes qui sont euh, moins racistes ou antiracistes, par exemple. Et donc, ce fossé-là va juste se creuser avec le temps. Et évidemment, on sait aussi que dans la société, les organismes communautaires ou bien les places qui sont majoritairement pour personnes racisées sont moins financées, ben, tout ce financement-là va donc pas nécessairement à la bonne place pour aider les personnes racisées qui, justement, sont surreprésentées, peuvent être surreprésentées, tout dépendant des communautés au niveau de la pauvreté, de l'information aussi sur les ITS ou peu importe. Là, donc, cet argent-là est nécessaire pour le bien-être, le soutien, mais aussi que les communautés puissent baser que ça puisse faire être fait par et pour, mais qu'il y ait aussi des liens qui soient créés avec les organismes, avec les autres. Bref, division. Beaucoup trop de mots pour expliquer tout ça. D'ailleurs, si vous avez des Oui, vas-y. questions, n'hésitez pas hein, en court temps. On n'a pas beaucoup de temps, mais excuse-moi, vas-y. Mais... Quand même. Ah non, pas de problème. C'est bien de le rappeler. Vous pouvez les écrire au pire aussi dans la conversation, je pense, et la personne qui ne présente pas va la lire. Donc, on va parler de biphobie un petit peu, parce que dans communauté LGBT+, il y a le B qui signifie bi. Donc, qu'est-ce que la biphobie? C'est des attitudes négatives discriminatoires envers les personnes bisexuelles ou les personnes qui ont le potentiel d'avoir une attirance pour plus d'un genre. Ça découle entre autres d'une incapacité parfois à voir la sexualité sur un spectre plutôt que des catégories qui sont fixes. Et ça, cette incapacité-là ou cette difficulté-là à voir tout ça sur un spectre, ce n'est pas en fait exclusif aux personnes cis et hétéros. Donc, c'est possible en tant que personne LGBTQ+, d'avoir de la difficulté à voir l'orientation ou le genre comme autre chose que des petites cases qu'on coche, l'obligation à vraiment coller à une définition qu'on s'est donnée d'une orientation sexuelle, entre autres. Ça se manifeste vraiment de différentes façons. En fait, la biphobie, c'est particulier comme type de discrimination envers l'orientation sexuelle parce que on va le voir souvent de façon plus insidieuse où on peut vivre une forme d'homophobie également quand on est bisexuel. Mais il y a vraiment une forme particulière et qui est souvent plus dans j'allais dire dans le passif agressif, là, mais on dirait que je ne trouve pas les autres mots pour l'expliquer, mais dans quelque chose qui est plus insidieux, qui est plus au niveau du rejet que de la violence, qui est tout aussi une forme de violence, mais de la violence qu'on voit là, manifester avec les points et tout ça. Juste vous aviser qu'il vous reste environ 5 minutes.
Parfait. Donc, on va regarder ça bien rapidement. Donc, comment est-ce que ça se manifeste? Premièrement, l'invisibilisation et l'effacement de la bisexualité dans l'histoire, la recherche, les médias, jusqu'au déni de cette bisexualité-là. On peut le voir, entre autres, quand on parle d'orientation sexuelle, de grands modèles qu'on voit et qu'on va dire, ah oui, ça c'est une personne gay, ça c'est une personne lesbienne, alors qu'en fait, c'est des personnes bisexuelles, mais on efface cette orientation sexuelle, leur réelle orientation sexuelle. C'est vraiment une orientation sexuelle qui est très, 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 très fréquemment remise en question et invalidée. C'est ça, cette remise en question et invalidation-là est constante de l'existence de l'orientation sexuelle, mais aussi des expériences de la bisexualité. On va l'associer à une mode, donc ah ouais, c'est ça, tout le monde se dit bisexuel ces temps-ci, là, c'est à la mode, ou comme un passage obligé de ah, en fait, c'est juste une personne gay qui te cherche. On va attribuer également des stéréotypes aux personnes bisexuelles, la promiscuité, la confusion, l'insécurité, l'infidélité également. Et il y a la croyance que les personnes bisexuelles sont aussi à l'abri des oppressions qu'elles sont dans une relation hétérosexuelle. Donc, en fait, on va les critiquer lorsqu'elles sont, les critiquer et les invisibiliser. Mon Dieu, excusez-moi, vu que j'essaie d'aller vite, c'est pire. Euh, et donc, on va leur dire que elles sont dans une relation qui est dite hétérosexuelle pour ne pas vivre l'homophobie que leur communauté vit de leur côté. La transphobie, je te laisse y aller, Guillaume. Ben, la transphobie, j'en ai parlé un peu au début avec l'homophobie. Donc, c'est toutes les violences qui sont vécues par les personnes trans ou les personnes qui ne sont pas conformes dans le genre, y compris les personnes non-binaires. Donc, c'est présent même dans les communautés gays, lesbiennes et bisexuelles. Même si c'est des communautés qui sont amenées à travailler ensemble pour les mêmes luttes sociales, politiques ou juridiques, malheureusement, il y a une cis-normativité, du cis-sexisme un peu partout dans ça, donc ça reste là. On le voit dans les représentations transphobes, dans les films, les autres médias. Euh, Souvent aussi, juste parce que c'est joué par des personnes qui sont non trans, ça peut être considéré comme transphobe, ou dans la façon d'approcher les personnages. Il y a des reproches venant de la communauté LGB qui vont dire que les personnes trans aident pas à la cause, dans le fond, qui amènent une attention négative sur les communautés minoritaires. Donc ça, c'est une attitude qui est extrêmement transphobe, qui est proche de l'homophobie intériorisée. Le rejet de la part des communautés lesbiennes comme dont elles faisaient partie avant leur transition, parce que dans le fond, c'est ça, si une personne est gay avant sa transition, mais finalement, bon, mais la personne est trans, donc finalement, elle se retrouve peut-être hétérosexuelle. Donc, il y a un rejet de la part de ces communautés-là, donc un reni de ces personnes-là. Et dans le fond, ben, les personnes trans, les personnes non-binaires et non conformes dans le genre, ils essaient d'avancer par rapport à leurs droits, mais toute la transphobie, ça ralentit excessivement toutes ces avancées-là. Je ne sais pas si tu voulais compléter. Ben, vite, vite, tu sais, un peu plus haut, on parle des collaborations et coopérations, puis on parlait aussi tout à l'heure de l'invisibilisation, entre autres des personnes racisées. Ça se retrouve aussi au niveau des personnes trans. Donc, comme on disait, les personnes trans, dès le début, en fait, comme avec les personnes LGBT+, il y a toujours vraiment un esprit de collaboration au niveau des luttes. Donc, les personnes trans ont toujours été là pour prendre soin, entre autres, des personnes LGBTQ+, aussi, et se battre pour les libertés, mais n'ont pas eu les mêmes avancées au niveau des droits. Donc, et aujourd'hui, on se retrouve que les personnes LGBT, les personnes trans se battent pour des droits que les personnes LGB ont obtenus il y a environ 30 ans. Donc, il y a vraiment un gros écart entre l'avancée légale et sociale aussi des personnes trans, malgré qu'elles se sont battues aux côtés des personnes LGB pour l'avancement social et légal de toutes ces luttes-là.
On va terminer rapidement avec l'agisme. Donc, l'agisme, qu'est-ce que c'est? Bien, ça fait référence aux attitudes et comportements négatifs, discrimination basés sur l'âge d'une personne, que ce soit parce qu'elle est jeune ou qu'elle soit une personne aînée. Donc, c'est une forme de discrimination qui est plus taboue que les autres parce que généralement plus acceptée socialement. On va la banaliser, en fait. Tu sais, on va dire, ah, ben, on va avoir des comportements qui sont ou des phrases qui sont agistes et on en a tellement fréquemment entre nous qu'on ne les voit plus, en fait, et qu'on les considère plus comme une certaine forme de discrimination. Donc, afin de pouvoir ben, combattre cet agisme-là, il faut qu'on puisse être en mesure de briser le tabou et d'en parler. Comment est-ce que se manifeste l'agisme? En fait, c'est plus subtil que d'autres formes de discrimination. On va beaucoup parler de suppositions sur les capacités et les habiletés d'une personne. Donc, par exemple, on entend parfois dire que les personnes aînées n'ont pas nécessairement les mêmes capacités que les personnes plus jeunes. Et comme elles ne sont pas nécessairement les capacités, au lieu d'adapter ce qu'on est en train de faire pour que les personnes aînées soient incluses ou que ou qu'on ait juste voir leurs capacités, comment elles veulent s'impliquer, mais on va juste les tasser, en fait, des différents processus. Même les processus qui touchent les services qu'on veut leur offrir et qui leur sont destinés. Ou on va juste même rejeter leur idée parce on va la penser comme, on va la voir comme arriérée ou juste plus d'actualité. Ça crée vraiment un fossé entre les générations. Donc, on va accuser les jeunes de ne pas être curieux de l'histoire qui est derrière, majoritairement les jeunes LGBTQ+, parce que l'histoire est tellement récente et les avancées se sont faites relativement rapidement là, sur un certain temps. Et on va dire qu'ils ne sont pas intéressés à avoir l'histoire de tout ça. Et au contraire, ben, on va dire que les aînés sont plus d'actualité. Donc, les luttes qu'ils ont fait, oui, on les remercie, merci bien, bien, mais qu'aujourd'hui, c'est à notre tour. Donc, il y a ce fossé-là qui est creusé. Il y a très, très peu de collaboration entre différentes générations. Euh, ça laisse les hommes qui aiment les hommes aînés avec un sentiment vraiment d'être déconnectés de leur communauté parce que ils ont tellement lutté, ils ont fait énormément dans les dernières années où ils ont vécu énormément d'oppression et aujourd'hui, ont l'impression de plus du tout savoir qu'est-ce qui est en train, tu sais, quelles sont les luttes présentement, de ne pas être inclus dans les différentes discussions, de ne pas être inclus dans ces luttes-là et de se sentir vraiment invisible dans les propres communautés. Ça vient aussi du fait que parfois on va idéaliser une certaine image et cette idéalisation-là, ça touche absolument toutes les différentes marginalisations dont on vient parler, mais l'image idéalisée de l'homme blanc, gay, jeune et musclé. Ça, cette image-là qu'on a quand on pense à l'homme gay, eh bien, ça invisibilise vraiment toutes les autres des réalités des hommes qui aiment les hommes, qu'ils soient trans, que ce soit au niveau de la diversité corporelle, qu'ils soient racisés. Et voilà. Donc, les personnes aînées sont aussi incluses dans cette invisibilisation et déconnexion Mhm. de leur Puis, propre communauté. quand je faisais de l'intervention en SONOC, en prévention sexuelle, une forme d'agisme que je voyais souvent, c'était des hommes plus vieux qui parlaient des jeunes en lien avec la PrEP et dans le fond la prophylaxie pré-exposition par rapport au VIH. Et ils slut-shamaient un peu les jeunes en disant que ça veut plus se protéger aujourd'hui, ils sont pas reconnaissants des luttes que nous qu'on a faites et compagnie. Donc, c'est vraiment, on voit souvent l'agisme comme étant les jeunes envers les vieux, mais il y a aussi les vieux qui sont pas condescendants, mais qui comprennent pas, en fait, ce que les jeunes vivent. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour éviter ces marginalisations-là? Je vais y aller vraiment rapidement. Donc, la tolérance, puis la tolérance, c'est pas un mot qui est généralement très bien vu quand on parle de envers les communautés LGBTQ+, mais le terme tolérance, c'est quand même un terme qui est important, qui est lourd de sens dans le vivre et laisser vivre. Donc, c'est pas nécessaire de comprendre toute une réalité et nécessairement de la vivre pour être en mesure de dire, ben c'est la réalité de cette personne-là, qui suis-je pour la juger, en fait? Et donc, dans cette optique-là, le respect, donc faire preuve de non-jugement envers la réalité d'une autre personne.
se répéter que peu importe comment cette personne-là vit ses réalités LGBTQ+, ben, elle a de la valeur et qu'elle n'a pas moins de valeur que n'importe qui d'autre parce que elle vit une réalité qui est différente nécessairement de notre propre réalité. Au niveau de l'inclusion, donc tolérance, respect et inclusion. Donc, c'est pour créer des communautés où tout le monde va sentir qu'il va avoir sa place. Il faut donc laisser une chance, écouter et parler ensemble. Donc, apprendre à se comprendre ensemble. Je parlais de l'image je parlais justement de l'image là, de l'homme gay, musclé, blanc, tout ça. Donc, embrasser que le fait que l'image des hommes qui aiment les hommes, en fait, elle est beaucoup plus diversifiée et différente que cette image-là. Elle peut être très différente de la nôtre. Et si on voit des images différentes, de plus en plus, si on les met de l'avant et qu'on leur donne une visibilité, mais ça va nous permettre de créer et de voir la communauté comme étant beaucoup plus diverse qu'on peut l'avoir présentement ou lorsqu'on se regarde nécessairement dans le miroir. Ben, Là, merci beaucoup. Malheureusement, c'est ça, il va falloir que je vous arrête, mais je vous pas de laisse problème. mettre vos coordonnées. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, vous pouvez aller sur notre site web pour plus d'informations ou nous écrire si jamais vous avez des questions par rapport à ce qu'on a parlé aujourd'hui.